Bonjour, je vais vous présenter le cours Soins palliatifs en cancérologie dans le cadre du CEC douleur. Voici le plan de ma présentation. Donc on va voir d'abord la définition et les objectifs des traitements palliatifs. Ensuite, les soins palliatifs et les différentes phases de la maladie, les principes de la prise en charge palliative, qui sont les intervenants dans les traitements palliatifs et quelles sont les difficultés rencontrées dans la prise en charge palliative. On commence par la définition et les objectifs des traitements palliatifs. Alors, le but d'un traitement palliatif, c'est quoi? C'est quand la maladie n'est pas curable et que, donc justement, on ne peut pas espérer une guérison. Et à ce moment-là, on se pose la question, que peut-on apporter aux patients? Et justement, les objectifs d'un traitement palliatif, c'est d'augmenter la survie du patient et améliorer sa qualité de vie. La définition de l'OMS, qui remonte déjà à 2002, donc les soins palliatifs, ce sont des soins qui améliorent la qualité de vie des patients et des familles confrontés à une maladie qui engage le pronostic vital, en soulageant les douleurs et les autres symptômes, en apportant un soutien spirituel et psychologique depuis le moment où le diagnostic est posé, jusqu'à la fin de la vie et au cours aussi de la période de deuil. Donc les soins palliatifs sont des soins actifs délivrés dans une approche globale de la personne atteinte d'une maladie grave, évolutive ou terminale. Il s'adresse aux malades en tant que personne, à sa famille et à ses proches, à domicile ou en institution. Les soins palliatifs soulagent la douleur et les autres symptômes aussi, ne visent ni à hâter ni à différer la mort. Ils intègrent les aspects psychologiques et spirituels des soins aux patients. Ils offrent un système d'accompagnement pour aider la famille à faire face pendant la maladie du patient et au cours de la période de deuil. Ils ont recours à un travail d'équipe pour répondre aux besoins des patients et de leur famille. Tout ça pour améliorer la qualité de vie et influer positivement sur le cours de la maladie. Quelle est la différence entre soins palliatifs et soins de support? La principale différence, c'est que les soins de support peuvent intervenir à toutes les phases de la maladie. Donc on peut avoir recours aux soins de support même quand on est à un stade curatif, quand l'objectif est la guérison. Les soins palliatifs et les différentes phases de la maladie. Donc quelles sont justement les différentes phases? Donc la phase palliative implique qu'il n'y a plus de perspective de guérison, donc on l'a dit. Dans la plupart des situations, la découverte d'une métastase définit l'entrée dans la phase palliative. C'est pas dans tous les cas. Des fois, on est en métastatique et on a quand même l'objectif de guérir, mais c'est dans la plupart des situations. La phase palliative ne signifie pas pour autant l'arrêt des traitements ou l'imminence de la mort. Alors voici les différentes phases en fait de prise en charge du parcours d'un patient qui a un cancer. Donc quand on diagnostique le cancer au départ, donc quand c'est un stade localisé, on est en curatif, c'est-à-dire qu'on a comme objectif la guérison. Quand ça récidive ou quand on a diagnostiqué le cancer à un stade très avancé ou métastatique, on est en phase palliative initiale puis avancée. Ensuite, on passe en phase palliative terminale et bien sûr le décès. Alors, les différentes phases, c'est quoi? Donc, quand on est en phase curative ou phase palliative initiale, on a encore la possibilité de donner un traitement spécifique, c'est ce que vous voyez sur la courbe en haut. Une fois qu'on est en phase palliative terminale, par contre, on arrête tout traitement spécifique. La phase palliative initiale et la phase palliative terminale ont comme point commun qu'on n'a plus comme objectif la guérison. Donc en fait, dans la zone grise, c'est la phase palliative initiale ou avancée, on est en palliatif, mais en même temps, on a la possibilité de donner des traitements spécifiques, donc à visée non curative finalement. Donc les confusions, c'est de se dire le malade n'est pas palliatif puisque j'ai encore des traitements actifs contre la maladie. L'autre confusion, c'est que se dire aussi il n'est pas en phase palliative, il ne va pas mourir avant plusieurs mois, donc on peut être en palliatif et le patient peut survivre des mois, voire des années. Donc les principes de la prise en charge palliative, maintenant, donc il y a des conceptions éthiques d'abord, il faut jamais s'acharner, mais il faut jamais aussi provoquer l'euthanasie, donc la mort des patients, donc jamais d'euthanasie.
Donc le but en fait c'est de préserver la meilleure qualité de vie possible jusqu'au décès et soutenir aussi les proches en deuil. Donc traiter la cause du symptôme, donc les grands principes, c'est un traitement étiologique chaque fois que c'est possible. Prévenir le symptôme de façon continue, prise régulière à heure fixe des antalgiques, des antiémétiques. Préserver les facultés intellectuelles aussi des patients, c'est important. Éviter chaque fois que c'est possible des traitements sédatifs. Garder le patient le plus valide possible, donc on évite autant que possible tout ce qui est sonde et perfusion. On privilégie la voie orale le plus longtemps possible, parce que quand on donne des injections, ça va détériorer encore plus la qualité de vie des patients. Donc soulager, c'est toujours le principal objectif. Et bien sûr, donc respecter les souhaits du patient. Et ça, c'est très très important. Qui sont les intervenants? Donc, mis à part le médecin qui prend en charge le patient, l'infirmier, il y a aussi beaucoup d'intervenants dans ce parcours de soins. Donc, il y a les kinésithérapeutes, il y a les nutritionnistes, il y a un accompagnement social qui doit aussi avoir lieu, il y a le psycho-oncologue, donc les différentes spécialités, l'hématologue, l'oncopédiatre, l'oncogériatre. Donc il y a énormément d'intervenants qui ont pour objectif l'amélioration de la qualité de vie des patients. Donc l'interdisciplinarité est nécessaire, et ceci essentiellement dans le cadre d'un réseau de santé. Quelles sont les difficultés rencontrées dans la prise en charge palliative? Parce qu'il y a quand même des difficultés. Donc, on a des difficultés quand un patient refuse de vivre, donc c'est lui-même qui refuse. Le patient qui n'est jamais bien, qui est mécontent de tout, celui qui ne dit rien, celui qui est dans le déni, celui qui est agressif, agité, délirant. Donc là, on a beaucoup de difficultés à gérer ce genre de patient. Le personnel de santé de la fin de vie est dominé par le doute, l'incertitude, les questions sans réponse et parfois l'incapacité à trouver des solutions satisfaisantes. Donc, par rapport aux malades et à la famille, la principale difficulté, c'est l'ignorance de la maladie, du pronostic, un refus carrément de la situation. Quand il y a des problèmes financiers, donc c'est encore plus difficile à gérer. Par rapport au personnel, donc le personnel qui prend en charge peut aussi avoir un manque de formation. Il n'y a pas de réseau, donc c'est beaucoup plus difficile à gérer. Le système de soins, quand les patients sont éloignés des centres aussi, donc c'est vraiment une grande difficulté des patients. Donc en conclusion, les soins palliatifs sont un modèle de médecine centré sur le patient, ce qui implique une réflexion en profondeur sur la formation des professionnels. Les soins palliatifs concernent tous les soignants sans exception, donc que ce soit le médecin de famille, que ce soit le médecin qui est spécialisé, donc tout le monde est concerné par ces soins palliatifs dont l'objectif c'est principalement la qualité de vie des patients et leur survie. Donc on va passer à un petit cas clinique. Donc on a une patiente de 46 ans qui est adressée pour prise en charge d'un carcinome épidermoïde du col. La tumeur est classée stade 2B proximal. La patiente est traitée par radiothérapie avec chimiothérapie concomitante, type cisplatine hebdomadaire, puis curithérapie suivie de chirurgie. Donc à ce moment-là, est-ce que la patiente est à un stade palliatif initial, terminal ou curatif? Là, donc c'est le stade palliatif, c'est le stade curatif, puisqu'on est à un stade localisé et que le but du traitement, c'est la guérison. Cette patiente, si elle est admise 8 mois plus tard par le biais des urgences pour une polypnée, on fait une radio et on retrouve un lâcher de ballon pulmonaire. Vous envisagez bien sûr une récidive métastatique, une chimiothérapie est indiquée, et là, est-ce qu'on est à un stade palliatif initial, terminal ou curatif? Donc bien sûr, l'objectif n'est plus la guérison, donc on est en palliatif. Par contre, on envisage un traitement spécifique, puisqu'on a dit qu'une chimiothérapie était indiquée, donc on est à un stade palliatif initial. Après 3 cures de chimiothérapie, on objective une progression pulmonaire qui est confirmée au scanner. La patiente est alitée en permanence. La chimiothérapie n'est plus indiquée pour cette patiente. À combien est-ce qu'on évalue l'OMS de la patiente? Donc, puisqu'elle est alitée en permanence, donc c'est un OMS à 4. La patiente est-elle à un stade palliatif initial, terminal ou curatif? Donc là, c'est clair que c'est un stade palliatif terminal, puisqu'on ne peut plus donner de chimiothérapie. C'est un OMS à 4, donc c'est une contre-indication à tout traitement spécifique. Voilà, je vous remercie.
Donc, bonjour, donc je vais vous présenter le cours Douleur en cancérologie, diagnostic et prise en charge dans le cadre du CEC douleur. Donc la définition, je rappelle juste la définition de la douleur, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à un dommage tissulaire présent ou potentiel ou décrite en termes d'un tel dommage. Deux caractères très importants, le fait que cette douleur est pluridimensionnelle, elle peut être ressentie de plusieurs façons et de causes différentes, et est pénible, voire insupportable pour la personne. Donc les caractéristiques, donc là c'est encore juste un rappel, donc les principales caractéristiques à relever quand un patient est algique, c'est d'abord le siège, l'irradiation, l'intensité bien sûr, le type de douleur et les différents facteurs, donc les facteurs déclenchants, soulageants et aggravants, le retentissement par rapport au patient, donc est-ce que le patient est devenu insomniaque, est-ce qu'il est capable de travailler, et aussi évaluer les traitements qui ont été pris, donc le médicament, le dosage, la durée, l'efficacité et les effets secondaires des traitements qui ont été reçus et prescrits. Pourquoi parler de la douleur cancéreuse? Quelles sont les spécificités? D'abord, c'est une douleur, c'est une pathologie, un symptôme qui est très fréquent, donc pratiquement 70% des patients atteints d'un cancer de stade avancé vont ressentir une douleur. Le terrain est particulier, donc c'est généralement des patients qui sont fragiles, qui sont âgés. Elles sont complexes, multimorphes, elles sont souvent intenses, sous-diagnostiquées, sous-évaluées. 30% sont sous-traitées, donc peur de prescrire les morphiniques. Elles sont dynamiques en fonction de la réponse au traitement antitumoral et il y a une altération de la qualité de vie des patients. Donc comme on l'a dit, ils peuvent présenter une insomnie, une perte d'appétit, une angoisse. Et en même temps, et là c'est le gros problème quand on est en cancérologie, c'est que quand le traitement lui-même va provoquer une douleur, finalement on va aboutir à une malobservance des traitements, donc les patients vont refuser de poursuivre leur traitement et par conséquent on a une diminution de la survie des patients. Pendant le cancer et après le cancer, les patients peuvent ressentir une douleur. Il faut savoir que 30% des patients présentent encore des douleurs après traitement curatif, donc après leur guérison. La prise en charge de la douleur, c'est l'un des piliers fondamentaux des soins oncologiques de support dès le diagnostic de cancer et quel que soit le stade, qu'on soit en curatif ou en palliatif. La prévention et la gestion des effets indésirables du cancer et de ses traitements inclut la gestion des symptômes physiques et psychologiques et les effets secondaires tout au long du parcours du soin du cancer, du diagnostic, en passant par les traitements curatifs aux soins post-traitement. Elle s'intègre dans une approche complémentaire des soins spécifiques du cancer. Donc les objectifs pédagogiques de ce cours, c'est de préciser les étiologies de la douleur chez un patient atteint de cancer, et elles sont très nombreuses, préciser les spécificités de la douleur chez un patient atteint de cancer, évaluer la douleur chez un patient atteint de cancer, préciser les traitements spécifiques de la douleur en cancérologie, préciser les traitements médicamenteux conventionnels de la douleur et leurs indications, préciser l'indication, les règles de prescription et les effets secondaires des traitements morphiniques, préciser la place de la médecine intégrative dans la prise en charge en cancérologie. Donc c'est vraiment un vrai défi qui passe par la compréhension de la douleur cancéreuse pour pouvoir améliorer la qualité de vie et le mieux-être des patients atteints de cancer. Donc comprendre la douleur cancéreuse pour mieux la traiter. Donc on commence par comprendre les douleurs cancéreuses. La douleur cancéreuse, elle est multifactorielle, il y a énormément d'étiologies possibles. On commence par les douleurs dues à la masse tumorale ou aux métastases, donc ça peut être des métastases, en l'occurrence osseuses, et là c'est les métastases les plus fréquentes qui causent des douleurs en fait, en cancérologie. Les douleurs viscérales par l'envahissement d'un organe creux, d'une enveloppe de viscères. L'infiltration, la compression des structures nerveuses, là aussi c'est assez fréquent. Donc quand on a un cancer du pancréas, donc l'atteinte du plexus cœliaque est très douloureuse. Les cancers de l'apex pulmonaire, donc l'atteinte du plexus brachial, les tumeurs de la base du crâne, les localisations intracrâniennes, les méningites. Il y a aussi les douleurs d'origine paranéoplasique qui sont liées à la présence d'un cancer sans relevé d'un envahissement tumoral ou d'une complication connue. Les douleurs indirectement liées au cancer, dues aux complications finalement du cancer,
l'alitement prolongé et l'immunodépression, donc c'est tout ce qui est escarre, thrombose veineuse profonde, lymphodème, les infections, donc tout ça aussi, ça donne donc, des patients qui sont algiques. Les douleurs dues aux explorations et aux traitements, donc comme des examens dans un but diagnostique, donc les ponctions lombaires, les gaz du sein, les ponctions sternales, les biopsies percutanées, les soins, les pansements, la toilette, la mobilisation, les transports aussi, donc pour examen ou traitement. Et là, il faut vraiment anticiper et peser le pour et le contre des examens qu'on va demander. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de le faire ou pas? Est-ce que ça vaut la peine de provoquer une douleur chez un patient ou pas? Ensuite, il y a les douleurs liées au traitement. Donc, elles peuvent être aiguës ou chroniques, séquelaires. Donc, la chimiothérapie, essentiellement, c'est les neuropathies. La radiothérapie, essentiellement, c'est les mucites. Et la chirurgie, c'est les douleurs neurogènes post-thoracotomie, mastectomie et les douleurs du membre fantôme. Donc, ça, c'est les douleurs qui sont liées directement au traitement. L'hormonothérapie, les anti-aromatases, ça donne beaucoup de douleurs articulaires et les facteurs de croissance granulocytaire, donc ça donne des douleurs osseuses. Les neuropathies périphériques chimio-induites, donc c'est essentiellement dû à certaines drogues, donc c'est une toxicité spécifique de la chimiothérapie, donc c'est pas une toxicité qui est générale à toutes les drogues de chimiothérapie, et c'est essentiellement dû à l'oxaliplatine et au taxane. Et on les voit surtout, donc c'est favorisé quand on a un terrain diabétique ou un tabagique. Donc ça, c'est juste un article qui a été publié en 2017 qui nous dit que c'est sur 512 femmes survivantes d'un cancer, donc ces femmes présentent dans 47% des cas une neuropathie induite par la chimiothérapie, donc après une médiane de 6 ans. Donc c'est vraiment énorme, d'où l'intérêt de la prévention, du diagnostic et de la prise en charge précoce avant qu'elle ne devienne irréversible. Donc, est-ce qu'il y a la possibilité de les prévenir par un traitement pharmacologique? Malheureusement, il n'y en a pas, et ça, c'est donc l'article qui est publié par l'ESMO donc en 2020, enfin les recommandations. Voilà, donc c'est une douleur qui est multifactorielle, donc j'ai essayé de vous schématiser ça dans cette carte conceptuelle. Donc une douleur chez un patient atteint de cancer, ça peut être dû au cancer lui-même, de par la masse tumorale, de par les métastases, essentiellement les métastases osseuses, c'est celles qui font le plus mal. Ça peut être un syndrome paranéoplasique, ça peut être des complications de l'alitement, donc les escarres, les thromboses. Ça peut être aussi d'origine psychogène, puisqu'il y a l'angoisse, il y a la peur de mourir, la peur du traitement, la peur de la douleur. Ça va aggraver cette sensation douloureuse. Les explorations dans un but diagnostique aussi, ou dans un but de bilan d'extension, la biopsie ostéomédulaire, les ponctions lombaires, les mobilisations. Le traitement aussi, lui-même, peut provoquer une douleur, donc que ce soit la chirurgie, la radiothérapie ou la chimiothérapie et l'hormonothérapie. Donc la douleur aussi chez les patients survivants de cancer, donc une fois que le patient est guéri, qu'il a reçu son traitement, il peut garder malheureusement des séquelles dues au traitement. Le patient qui survit du cancer, le survivant du cancer aussi peut avoir une angoisse, la peur de rechuter. Et bien sûr, le patient qui va avoir un cancer ou qui est guéri du cancer peut aussi avoir de multiples autres causes qui peuvent survenir chez n'importe quel individu, donc une appendicite, une migraine, une neuropathie diabétique, donc toutes les autres causes qui peuvent provoquer une douleur donc chez une personne. Les mécanismes, donc la douleur cancéreuse, elle est complexe, elle est multifactorielle. Plusieurs mécanismes peuvent donc être intriqués. Donc il y a la douleur nociceptive, la douleur neuropathique, la douleur psychogène. Et donc généralement, il y a plusieurs mécanismes qui sont intriqués. Donc les douleurs cancéreuses sont souvent mixtes. Comment est-ce qu'on évalue, comment est-ce qu'on diagnostique le mécanisme neuropathique? Donc c'est le questionnaire DN4 qui permet de confirmer la présence d'une composante neurogène et il est positif si le score est supérieur ou égal à 4 sur 10. Par rapport aux aspects temporels, donc il peut y avoir un fond de douleur avec des paroxysmes, il peut y avoir une association entre douleur chronique et douleur aiguë lors des explorations, des traitements par exemple.
Elle peut être dynamique en fonction de la réponse au traitement. Donc on peut avoir un patient qui répond très bien au traitement, donc il y a une diminution des douleurs. Ensuite, il va reprogresser, donc il y a une recrudescence des douleurs. Donc c'est très dynamique en fonction de la réponse au traitement spécifique, d'où l'intérêt d'évaluer, de réévaluer, d'évaluer à nouveau donc les patients. Donc finalement, c'est une douleur qui est multifactorielle, qui est complexe, qui a plusieurs aspects temporels évolutifs, qui peut évoluer dans la façon dont elle se présente. Donc c'est une définition qui est dynamique et c'est une douleur qui est multimorphe. Devant cette douleur qui est multimorphe, comment est-ce qu'on va la prendre en charge? Donc il y a des traitements conventionnels et il y a aussi une grande passe, et qui est de plus en plus importante en fait, à une médecine intégrative. Donc la douleur chez un patient atteint de cancer n'est pas systématiquement liée au cancer lui-même, c'est ce qu'on vient de voir tout de suite. Le traitement d'une douleur cancéreuse ne peut pas être donc juste une injection de morphine, il faut une prise en charge optimale qui repose sur une approche du patient dans son ensemble, ciblée sur des facteurs intrinsèques et extrinsèques. Donc on commence par les traitements conventionnels, donc il y a les traitements spécifiques et il y a les traitements antalgiques médicamenteux. Donc les traitements spécifiques, bien sûr, c'est le traitement étiologique du cancer, donc c'est les traitements anti-cancer, donc à savoir tout ce qui est traitement loco-régional, chirurgie, radiothérapie et aussi les traitements systémiques. Par contre, ces traitements anti-cancer portent quand même un paradoxe parce que donc ils vont traiter la tumeur et par conséquent la douleur, mais donc comme on l'a vu tout à l'heure, elles sont potentiellement pourvoyeurs de douleurs séquelaires, notamment neuropathiques. Donc les traitements spécifiques, c'est quoi? Donc la radiothérapie, qu'on utilise essentiellement pour les douleurs osseuses. Il y a la chimiothérapie, qui est aussi l'un des traitements, mais qui peut donner une douleur neuropathique, comme on l'a vu tout à l'heure. La chirurgie aussi, donc, peut être utilisée dans un but antalgique, donc, comme par exemple une mastectomie de propreté, quand c'est un cancer du sein qui fait très mal, une amputation aussi palliative. Donc plusieurs indications de la chirurgie, une antibiothérapie aussi quand c'est une tumeur qui est compliquée, qui est surinfectée. Donc le fait de donner des antibiotiques, ça va soulager le patient. La radiofréquence aussi, donc ça peut être un très bon traitement pour par exemple un cancer du pancréas qui est douloureux. La vertébroplastie aussi, quand on a des métastases osseuses douloureuses. Les traitements antalgiques médicamenteux maintenant, donc là c'est juste un rappel parce que vous le savez déjà, donc les traitements antalgiques préviennent l'apparition de la douleur, il faut obligatoirement prévenir l'apparition de la douleur, il ne faut pas attendre que ça survienne, il ne faut pas que ce soit un traitement au coup par coup, il faut prévenir les effets secondaires des traitements, donc on les connaît, il faut les prévenir, essentiellement c'est pour les morphiniques, donc la constipation qui est le principal effet secondaire des morphiniques, il faut obligatoirement donc le prévenir par un traitement laxatif, par des règles hygiéno-diététiques. Privilégier la voie orale, éviter les piqûres, puisque finalement on a pour but d'améliorer la qualité de vie, donc on évite les piqûres. C'est un traitement qui est basé sur le mécanisme et l'intensité selon le VA. Donc je vous rappelle rapidement le VA. Donc c'est cette petite réglette qui a un côté patient, un côté soignant. Donc le curseur va être déplacé par le patient et le soignant va lire donc le VA. Donc 0 c'est absent, maximal c'est 10. Donc 1, 2, 3 c'est une douleur qui est faible, 4, 5, 6 elle est modérée et 7, 8, 9, 10 donc c'est une douleur qui est très sévère. Donc les 3 paliers de l'OMS. Comment les traiter? Donc quand on a un EVA donc entre 1 et 3, on va donner un traitement antalgique de premier palier avec bien sûr éventuellement les adjuvants. Quand on est une douleur modérée, on va donner les paliers 2 de l'OMS, donc c'est les antalgiques de deuxième palier, codéine, tramadol, plus ou moins les traitements adjuvants. Et bien sûr, quand on a une douleur sévère, donc c'est le palier 3 de l'OMS, et là le chef de file c'est la morphine. Donc les recommandations de la Société européenne d'oncologie médicale, donc c'est pareil que pour n'importe quelle douleur finalement. Donc 1, 2, 3 c'est un premier palier, 4, 5, 6 c'est le deuxième palier et 7, 8, 9 et 10 c'est le troisième palier.
Donc l'indication de l'utilisation des morphiniques, c'est une douleur qui est d'emblée sévère, donc un EVA supérieur ou égal à 7. Sinon, c'est après échec des antalgiques de premier et de deuxième palier. Donc l'indication est bien sûr indépendante du pronostic. Voici les présentations disponibles du Moscantin, qui est justement la morphine orale. Le Moscantin comprimé, donc il y a des comprimés à 10, à 30, à 60, à 100 et à 200. Chez l'adulte, on donne 30 mg x 2, pas de dose de charge. Les seules indications où on commence à des doses plus faibles, c'est l'insuffisance rénale ou hépatique et le sujet âgé. Donc là, on peut commencer à 10 x 2 ou 20 x 2. On évalue, bien sûr, après 24 heures. Si le patient est encore algique, on va augmenter par 30 à 50% des doses. Il n'y a pas de dose limite. Et si on respecte ces paliers, il n'y a aucun risque, en particulier respiratoire ou sédatif. Donc il n'y a pas de risque d'insuffisance respiratoire si on suit les bonnes conduites, donc les bonnes pratiques. Bien sûr, respecter la règle des 12 heures. Donc la dose limite, il n'y en a pas, c'est celle qui soulage le malade sans effet secondaire grave. Donc l'objectif, c'est d'obtenir la dose qu'il faut. Donc bien sûr, il y a d'autres opioïdes oraux qu'on n'a pas, qui sont pas disponibles. Il y a l'hydromorphone, l'oxycodone, le fentanyl aussi. Donc là, ils sont plus ou moins disponibles, mais pas dans les hôpitaux. Donc les patchs de fentanyl, c'est une option dans l'initiation d'un traitement opioïde en cas de douleur stable dans les situations suivantes, quand la voie orale est impossible. Donc là, c'est l'avantage des patchs. Quand il y a un risque occlusif, quand il y a une malabsorption digestive et quand il y a une polymédication orale gênante pour le malade. L'indication de l'injectable, donc on a dit qu'on évitait les piqûres, mais il y a quand même des situations où on est obligé de les utiliser, comme dans le cadre d'une instauration d'un traitement morphinique, quand il y a des troubles de la conscience qui empêchent le patient d'avaler, des troubles de la déglutition, une anorexie, une malabsorption digestive, des nausées ou vomissements. Donc ça ne sert à rien de donner un traitement oral quand le patient va le vomir. Donc là, il faut donner des injections. Et pour les accès douloureux, là, il y a une indication de prise injectable supplémentaire. Et la dose ou l'entredose, c'est 1/10 à 1/6 de la dose journalière. Donc comme vous voyez sur cette courbe, donc là c'est les pics de douleur, ce que vous voyez en bleu. Donc pour un patient qui prend du Moscantin 100 mg x 2 par jour, les entredoses, ça va être du 20 mg puisqu'on est à 1/10 de la dose. Une chose importante à connaître, c'est qu'il y a de la morphine orale à libération immédiate. Donc malheureusement encore, ça n'existe pas en Tunisie, mais c'est très intéressant dans le sens où on peut avoir ces entredoses, mais sous forme orale, donc ça ne va pas altérer la qualité de vie du patient. Il y a les formes liquides comme l'Oramorph que vous voyez sur la diapo, et il y a les comprimés, les gélules, donc comme l'actiskénon que vous voyez. Pour justement faire la conversion entre les doses qu'on reçoit en injectable, les SOCUT ou l'IV, en morphine orale, parce que finalement on a envie que le patient il garde juste le traitement oral. 5 mg de morphine en sous-cutané, c'est 10 mg de morphine orale. 3,33 mg de morphine IV, c'est 10 mg de morphine orale. Pour les douleurs neuropathiques, je vous rappelle juste que le traitement de première intention, c'est la prégabaline. La dose qui est recommandée, c'est 75 mg x 2 par jour pendant une semaine pour voir la tolérance. Ensuite, on augmente à 150 mg x 2 par jour et la dose maximale à ne pas dépasser, c'est 600 mg. Il faut savoir qu'il y a des pompes à morphine aussi, sous-cutanées ou IV. Il y a des pompes à morphine aussi intratécales. Et là, l'avantage, c'est de réduire les doses des analgésiques administrées par voie systémique. Donc là aussi, c'est une chose intéressante. D'autres procédures invasives peuvent être recommandées, donc comme pour le cancer du pancréas, la neurolyse du plexus cœliaque, parce que c'est des patients qui sont très algiques, et le fait de faire cette neurolyse sous anesthésie locale, sous scanner, par un radiologue interventionnel, ça permet de réduire les douleurs de manière très, très importante. La cordotomie aussi, donc ça peut être indiqué. Le traitement des douleurs neuropathiques chimio-induites, quand on a un patient qui a des douleurs neuropathiques,
due à la chimiothérapie, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors les recommandations de l'ESMO, c'est de donner de la duloxétine, qui n'existe pas en Tunisie, donc c'est un niveau 1 de preuve. Sinon, on va donner les traitements qu'on donne pour n'importe quelle douleur neuropathique finalement, donc en l'occurrence la prégabaline. Donc malgré les traitements conventionnels, malheureusement, la moitié des patients ne sont pas complètement soulagés. Les patients ont peur des effets secondaires des traitements, donc il y a beaucoup de patients, voire des médecins, qui sont réticents pour prescrire les morphines, les morphiniques. Les patients ont besoin d'une approche holistique et il y a de plus en plus d'essais randomisés sur les traitements non pharmacologiques, donc d'où l'intérêt de cette médecine intégrative. Donc la médecine intégrative, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une recommandation en fait dans les recommandations de l'ESMO, on propose cette médecine intégrative. Alors ce n'est pas une médecine qui est alternative, ça ne s'oppose pas au traitement conventionnel, ce n'est pas une médecine complémentaire non plus, puisque ce n'est pas en plus de la médecine conventionnelle, elle est intégrative, c'est-à-dire qu'on va collaborer avec la médecine conventionnelle et l'objectif c'est un meilleur contrôle des symptômes, une meilleure qualité de vie et un mieux-être. Donc il y a deux grands chapitres en fait, l'activité physique adaptée et les autres traitements qui peuvent être proposés, qu'on va voir rapidement. Donc l'activité physique adaptée, c'est quoi? C'est la mise en mouvement des personnes qui, en raison de leur état physique, mental ou social, ne peuvent pratiquer que l'activité physique dans des conditions habituelles. Donc on va avoir obligatoirement un reconditionnement ou un entraînement à l'effort. Elle va être intégrée dans le processus de soins, elle va être individualisée, donc personnalisée, et on va accompagner la personne pour qu'elle trouve son activité physique adaptée. L'activité physique, c'est un médicament dans la prise en charge du cancer. Donc, comme vous voyez, Exercise as Medicine in the Management of Cancer. Donc, ça permet d'améliorer la fonction cardio-respiratoire, renforcer les os, diminuer la fatigue, diminuer la dépression, diminuer la survenue d'effets secondaires, diminuer les douleurs neuropathiques et améliorer la qualité de vie, donc en l'occurrence le sommeil et le bien-être. Donc, c'est quelque part une potion magique pour les patients. Les autres traitements non conventionnels, donc de la douleur, il y a elles sont très nombreuses en fait. Donc il y a le massage, la massothérapie, il y a tout ce qui est réflexologie, donc qui se base sur le fait que chaque organe ou partie du corps ou fonction physiologique correspondrait à une zone ou un point sur les mains, les pieds ou les oreilles, et un toucher spécifique sur ces zones permettrait de localiser et dissiper les tensions afin de rétablir l'équilibre du corps. Donc ça pourrait être une bonne méthode pour réduire aussi la douleur. L'acupuncture, donc la stimulation de ces points d'acupuncture, et cette acupuncture a prouvé son efficacité en fait dans plusieurs études. Là, c'est l'étude qui a été présentée à l'ESCO 2020 qui montre qu'il y a une efficacité au long cours de l'acupuncture sur les douleurs articulaires induites par les inhibiteurs de l'aromatase, et c'est très intéressant comme étude. Il y a l'acupression, donc c'est une acupuncture mais sans aiguille. Il y a le yoga, bien sûr. Il y a la musicothérapie, donc c'est une discipline dans laquelle les musicothérapeutes utilisent la musique à l'intérieur du lien thérapeutique pour soutenir le développement, la santé et le bien-être. Donc ça pourrait aussi marcher pour les douleurs chez les patients atteints de cancer. La relaxation musculaire progressive. Donc les recommandations, c'est quoi les recommandations? Donc il y a un article qui a été publié en 2022 par l'ASCO, qui a inclus 227 études et donc il y a plusieurs études sur des interventions avec un niveau de preuve suffisant pour établir des recommandations. Donc on a comme méthodes qui sont un niveau de preuve suffisant, donc il y a l'acupuncture, le yoga, l'hypnose, la réflexologie et le massage. Donc pour tout ce qui est douleur due aux inhibiteurs de l'aromatase, il y a essentiellement, donc c'est l'acupuncture. Les douleurs de manière générale chez les patients atteints de cancer, donc il y a l'acupuncture, la réflexologie et le massage. Les douleurs neuropathiques chimio-induites, donc l'acupuncture et la réflexologie, bien que c'est un niveau bas d'évidence. Les douleurs procédurales, donc il y a l'hypnose. Les douleurs donc, dues à la chirurgie, il y a l'acupuncture et la musique. Pour les douleurs pendant la phase palliative, donc il y a le massage aussi qui peut être intéressant.
Les traitements non pharmacologiques recommandés pour la douleur neuropathique, donc c'est l'activité physique adaptée, encore une fois, donc c'est le traitement des neuropathies chimio-induites le plus fortement recommandé, donc c'est un grade B et c'est l'exercice physique. Donc pour récapituler, les douleurs cancéreuses sont multiformes, elles sont multifactorielles, elles sont complexes, elles sont évolutives. Par conséquent, la prise en charge ne peut pas être simple, elle est globale, elle est interdisciplinaire et elle fait appel à la fois au traitement conventionnel, mais aussi à une médecine intégrative. Donc c'est une prise en charge qui est globale, multidisciplinaire, c'est jamais un simple traitement symptomatique. Il faut obligatoirement promouvoir des consultations qui associent soins de support et oncologie intégrative pour développer au mieux des programmes personnalisés d'accompagnement des patients qui ont des douleurs chroniques pendant et après le cancer. Il faut penser aussi à développer des centres d'activité physique adaptés. Vous avez vu l'intérêt de cette activité physique adaptée pour les patients et les survivants de cancer. Voilà, je vous remercie.